Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce nouvel entretien du premier cercle. Alors nous allons traiter ce soir d'un thème qui est convenu d'appeler dans le journalisme un marronnier. Un marronnier, ou aussi appelé serpent de mer, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un sujet récurrent dans les médias, et en particulier dans la presse hebdomadaire. Vous savez, parfois traité sous des angles différents, mais qui aiguise la curiosité du lecteur, assurant toujours un lectorat important et donc de très bonnes ventes. Donc j'espère que l'enregistrement de ce soir sera écouté par de nombreuses personnes. Alors le thème de la franc-maçonnerie en est à cet égard le parfait exemple. Et c'est justement de ce sujet dont nous allons débattre ce soir avec notre invité Stéphane Simon, qui interviendra en tant que président de la fraternelle maçonnique dénommée Cercle Patriam Recuperare. Il va nous expliquer d'ailleurs dans son exposé ce qu'est une fraternelle qu'il ne faut pas confondre avec une loge. Alors, l'association de notre invité travaille à convaincre dans le milieu qui est le sien du bien fondé de la sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est-à-dire les buts de Génération Frexit. Et c'est à ce titre que nous l'avons invité, notre curiosité ayant été aiguisée. Nous avions reçu il y a quelque temps le cofondateur de la revue Front Populaire avec Michel Onfray, qui est un autre Stéphane Simon. Alors, Gilles l'a dit, et je le répète, il ne s'agit pas de la même personne, l'homonymie de ce patronyme étant assez répandue. Enfin, pour être juste et parfait, transparent comme glasnost, comme Gorbatchev venant de décéder, je reprends ce terme. Donc, par transparence, eh bien, nous devons signaler que l'invité de ce soir est membre de Génération Frexit depuis sa création en 2020, qu'il y exerce les responsabilités de délégué régional pour la région PACA et de membre suppléant du bureau exécutif. Alors, je précise aussi, pour que la transparence soit totale, que personnellement, je ne suis pas maçon. J'ai des amis qui le sont, je connais un petit peu le milieu de la franc-maçonnerie, mais je ne le suis pas, je suis totalement profane, donc ça me permettra de pouvoir poser des questions en tant que profane. Alors, la franc-maçonnerie, c'est un sujet qui ne laisse personne indifférent. C'est un sujet qui peut être parfois clivant, qui exacerbe tous les fantasmes. Son fonctionnement secret, enfin notre invité, je pense, dirait plutôt discret, agace et concourt à toutes les divagations complotistes que nous connaissons trop bien sur une influence réelle ou présumée, sur les intérêts que servirait cet ordre dit initiatique ou sur la finalité de ses objectifs. Alors pour faire, je dirais, le tri sur tous ces aspects complexes, mais aussi pour comprendre si tous les francs-maçons sont formatés par la même pensée, nous allons écouter notre invité et débattre ensemble, comme avec, à chaque entretien du premier cercle, une écoute respectueuse et bienveillante qui sera prolongée par une série de questions ayant un rapport avec le thème de ce soir. Alors, le thème, ce sera franc-maçonnerie, l'universalisme opposé à la mondialisation, et auquel notre invité apportera, je l'espère, ses lumières, sans jeu de mots. Mais avant de lui céder la parole, je vais présenter notre invité. Stéphane Simon a 53 ans, autodidacte au parcours professionnel atypique, et passant par l'armée et de prestigieux corps comme le bataillon de marins-pompiers de Marseille, le transport sanitaire, la sécurité privée, le transport routier, et enfin infirmier diplômé d'État de la fonction publique hospitalière. Son parcours est ponctué d'engagements associatifs bénévoles dans le domaine humanitaire, du secourisme et de la formation au secourisme au sein des œuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte. Notre invité se définit comme un fervent chrétien, mais critique envers les appareils institutionnels se revendiquant du christianisme. En recherche de sens dans sa vie, c'est une rencontre dans le cadre professionnel devenue relation privée qu'il mettra en contact avec la franc-maçonnerie, et c'est en 1995, nous a-t-il dit, âgé de 26 ans, qu'il entre dans cet ordre au sein d'une loge marseillaise pratiquant un rite christique, le rite écossais rectifié. Cet engagement philosophique lui a permis de discipliner son esprit et d'acquérir une méthode de réflexion lui permettant de reprendre des études et d'obtenir une licence Bac+3, lui ouvrant la porte de l'université pour poursuivre sa formation en sciences magistrales et humaines. Il est aujourd'hui
le vénérable maître de sa loge, et il assume aussi des responsabilités au sein de son obédience, ce qui l'a amené à parcourir le monde maçonnique, je crois qu'on dit visiter, tant en France qu'à l'étranger, dans quasiment tous les rites. Merci à notre invité d'avoir accepté l'invitation du premier cercle. Je cède donc la parole à Stéphane Simon. Et merci Philippe pour cette présentation. Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde m'entend bien. Merci aussi pour cette invitation. Hein. Elle va permettre un peu de répondre à des questions légitimes qu'on peut se poser sur la franc-maçonnerie en général et tenter aussi d'apporter quelques éclaircissements sur des malentendus, on va dire ça comme ça. Ensuite, comme toute intervention se doit de commencer comme ça, les liens d'intérêt. Eh ben oui, je suis membre de Génération Frexit. Mais ce soir, pas le citoyen engagé dans un parti politique qui s'exprime, c'est l'être humain engagé dans une démarche initiatique et dans un ordre qui se veut initiatique que je vais intervenir. Donc, ce que je dis n'engage que moi en tant que franc-maçon. Ça n'engage pas ni mon obédience, que je citerai pas parce que j'ai pas besoin de l'associer à ça, ni les autres obédiences françaises, parce que j'y reviendrai un petit peu plus tard. La franc-maçonnerie, ça n'existe pas dans le réel. La franc-maçonnerie, c'est une vue de l'esprit. Il n'existe que des francs-maçonneries, avec plusieurs ramifications, et certaines ne croisent jamais d'autres. Hein, voilà, c'est ainsi. Pardonnez-moi aussi, je ne suis pas un expert, je suis pas un historien maçonnique. J'ai quand même un bagage culturel maçonnique qui me permet quand même de tenir la route. Et si jamais je me trompe dans une date ou n'importe quoi, les experts me corrigeront. Tout d'abord, avant de commencer, il convient déjà, en préambule, de s'entendre sur certains termes. Une loge, qu'est-ce que c'est ? Une loge, c'est un nom qui désigne deux réalités. La première réalité, c'est le rassemblement de ses membres. Et la deuxième réalité, c'est l'endroit où ils se rassemblent. On appelle autrement aussi le temple. Le temple est distinct de la loge, parce que le temple, il est utilisé par plusieurs loges. Donc c'est un mot biface qui désigne deux choses, l'assemblée des francs-maçons et l'endroit où ils se réunissent. C'est en 1717, à Londres, dans une taverne qui s'appelle l'Oie et le Grill, qu'il y a trois vénérables maîtres de trois loges maçonniques qui se sont réunis et qui ont décidé de former une grande loge, c'est-à-dire une assemblée de loges. Donc trois loges égale une grande loge. Théoriquement, c'est possible. Qu'est-ce que c'est qu'une grande loge ? C'est ce qu'on appelle communément les obédiences, comme on retrouve le Grand Orient de France, Grande Loge de France, la Grande Loge nationale française. Toutes ces obédiences-là, ce sont des fédérations de loges, et il en faut au minimum 3 pour faire une grande loge. En France, elles sont innombrables. Je peux pas dire le nombre de maçons qu'il y a en France. Comme je l'ai dit, il suffit de 3 loges pour créer une grande loge. Donc en France, ou du moins dans le monde francophone, les grandes loges pullulent. Et elles n'ont pas toutes la reconnaissance de la Grande Loge unie d'Angleterre. Donc maintenant, en France et dans le monde francophone, vous avez une espèce de guéguerre entre la Grande Loge unie d'Angleterre, d'une part, qui représente quelque part une maçonnerie traditionnelle, ininterrompue depuis 1717, et d'un autre côté, une maçonnerie libérale qui se revendique d'une authenticité, cette fois-ci, mais pas forcément anglaise, mais d'une authenticité de rite, qui fait découler les francs-maçons directement d'un mélange entre les bâtisseurs de cathédrales et les templiers. Bon, c'est un petit raccourci assez sympathique, néanmoins pas dénué d'un certain sens. Il y a deux écoles en maçonnerie, voilà. Le but de la maçonnerie, c'est d'essayer d'améliorer l'être humain. C'est un vaste projet. Il y a donc deux écoles. Il y a la première école qui dit si on veut améliorer l'humain, on va commencer par s'améliorer soi. Et puis il y en a d'autres qui disent pour améliorer l'humain et donc la société, faisons rentrer directement les problématiques sociales au sein de la loge et puis mâchouillons-les au regard des symboles maçonniques et voyons ce que ça donne. Ces deux démarches sont pas forcément opposées, elles sont peut-être complémentaires. Si on est franc-maçon dans une loge traditionnelle, on va pas aller visiter dans des loges où ça discute RSA, couverture maladie universelle, et voilà. Et l'inverse est aussi vrai. Internet a cassé ça, ce mur infranchissable a été rompu, ce qui fait que il y a une transparence possible. Et cette transparence possible, elle s'illustre aussi dans la société civile, quand des francs-maçons se retrouvent à militer. Un maçon, c'est quelqu'un qui se doit de réfléchir. Un maçon, c'est un chasseur de dogmes.
Maintenant, le gros des troupes des loges, ce sont des gens de la classe moyenne, ce sont des gens qui rentrent en démarche maçonnique, qui se posent à eux-mêmes le défi de vouloir essayer de progresser, de mieux penser, et ils ne le font pas. Ou quand ils reçoivent une pensée qui n'est pas la même que la leur, ils se brusquent. Et ça, je l'ai vu avec le Frexit, puisque notre fraternelle existe depuis 2018. Un des déclencheurs de la formation de cette fraternelle, c'est que mon militantisme politique dans un parti politique, j'ai rencontré des francs-maçons et des francs-maçonnes. Et la problématique était identique. La problématique était la suivante. Quand je vais dans mon cercle de militants politiques, je dis pas que je suis franc-maçon. Je ne dis pas que je suis dans ce parti quand je suis entre membres dans ma loge, parce que de suite on me taxerait d'extrême droite. Une fraternelle, qu'est-ce que c'est? Une fraternelle, ça rassemble des francs-maçons qui partagent quelque chose en commun. Par exemple, vous connaissez peut-être pas, je vous l'apprends, ce qu'on appelle, qui est très connu dans le milieu maçonnique, qu'on appelle le GIEC, c'est la fraternelle des professionnels du tourisme et de la restauration. Il y a d'autres fraternelles qui sont un peu plus connues et un peu plus contestées, qui est par exemple la fraternelle parlementaire. Alors dernièrement, il y a eu une sortie du grand maître du Grand Orient de France contre les fraternelles en disant c'est pas très très bien. Enfin, il distingue quand même les fraternelles militantes, dont certaines lui plaisent bien, comme notamment cette fraternelle parlementaire. Ou d'autres fraternelles, on va citer par exemple les enfants de Cambacérès, qui est une fraternelle qui réunit les francs-maçons et les francs-maçonnes qui font partie de la communauté LGBT. Nous avons des fraternelles à quasiment à tous les sujets. Voilà, la fraternelle des plombiers, la fraternelle des professeurs d'université, la fraternelle de ceci, la fraternelle de cela. Donc, fraternelle, c'est un rassemblement de francs-maçons. Par-delà les obédiences, par-delà tout, on est réunis autour d'un intérêt commun. Voilà. Et le cercle Patriam Récupérare est une fraternelle qui a été fondée sur cet objet commun, qui est la promotion au sein de nos assemblées du Frexit, de la triple sortie, on appelle les amis de la triple sortie, UE, Euro, OTAN. Il nous a paru indispensable de monter cette fraternelle. Et nous l'avons choisi du nom de Patriam Récupérare. Cette proposition a fait l'objet de l'unanimité. Patriam Récupérare, c'est un organisme de résistance qui a été reconnu en tant que tel en 1953 comme ayant participé à la libération de la France. Donc c'est un organisme, comme beaucoup, qui font partie de l'ordre qui a été créé, voilà, des compagnons de la libération. Alors, les compagnons de la libération sont des individus, mais il y a des structures, des associations qui ont été honorées du titre de compagnons de la libération, et Patriam Récupérare en fait partie. C'est quelque chose qui a été créé dès septembre 1940 en réaction aux ordonnances de Vichy, du gouvernement de Vichy, ordonnant la dissolution des associations maçonniques. Ces mouvements de résistance, et Patriam Récupérare n'a pas échappé à la règle, se sont eux aussi endurcis et se sont eux aussi musclés et radicalisés dans la lutte contre l'occupant. Et Patriam Récupérare est allé jusqu'à englober des gens qui ne sont pas francs-maçons et francs-maçonnes, c'est-à-dire des profanes, et à passer dans l'action directe. Il nous a paru opportun de prendre ce nom parce que, toute proportion gardée bien évidemment, il s'agit d'avoir exactement le même esprit. Cet esprit de résistance, c'est l'idée de dire on va aller contre un mouvement général, disons majoritaire, et on va aller contre lui. On se propose de faire des travaux maçonniques, à la fois symboliques, et puis on peut faire quelque chose de beaucoup plus sociétal et de plus social, pour revenir au cœur du sujet, universalisme et mondialisation. Là encore, il va falloir définir les choses pour savoir de quoi on parle. La mondialisation, qu'est-ce que c'est? La mondialisation, c'est une traduction française. J'ai cherché, même au niveau universitaire, j'ai très peu trouvé d'articles universitaires qui définissent vraiment qu'est-ce que c'est que la mondialisation. C'est la francisation, le terme est utilisé pour traduire un mot anglo-saxon. Excusez-moi, on n'aimait pas l'anglais tout à l'heure à propos d'être muté. C'est le mot globalisation, globalization. C'est lui qui désigne une réalité humaine et une réalité économique. Humaine, pourquoi?
Parce que c'est un mouvement qui considère qu'il n'y a pas de secteur de l'activité humaine qui ne doit être privé de la possibilité d'une relation client-fournisseur, donc d'une possibilité de concurrence. Qui dit concurrence dit consommateur gagnant. Ça, c'est la doxa du marché. Donc, je dis de tous les secteurs de l'activité humaine, c'est tous les secteurs de l'activité humaine. Absolument tous. L'art, contrat, échange d'argent. L'éducation, contrat, échange d'argent. Actuellement, moi, j'ai contact avec des professionnels de l'éducation spécialisée, des éducateurs spécialisés. On commence à leur parler dans leur formation d'actes éducatifs. Qui dit acte éducatif à vendre, dit rédaction d'un contrat, là encore, et échange d'argent. Les soins, je suis bien placé pour vous dire que les soins sont facturés. Voilà, c'est un échange d'argent et un contrat. Donc, tous les secteurs de l'activité humaine ne peuvent pas échapper à ça. Et vous englobez avec ça, vous mettez une deuxième chose qui est de réduire les coûts de production. Ça signifie livrer un produit ou un service qui soit standardisé, le même pour tout le monde, que ça soit global. C'est-à-dire que vous soyez chinois, français, sud-américain, nord-américain, peu importe, vous consommez le même produit, le même service qui est régi par les mêmes normes juridiques. Donc, parce que pour un producteur, multiplier des produits conformes à une multitude de normes, c'est multiplier les coûts de production. Faire que son produit vaut plus cher, parce qu'il doit multiplier les normes. La globalisation a donc deux volontés. Un, tous les secteurs de l'activité humaine doivent, d'une façon ou d'une autre, donner lieu à la rédaction d'un contrat et un échange d'argent, donc une relation client-fournisseur. Et deux, la consommation et l'adoption de comportements standardisés. Vous allez tous dans les mêmes magasins, voilà, c'est fini le temps où on prenait la National 7, où on avait des vendeurs de nougat à Montélimar. À Lille, à Strasbourg, à Papeete, vous avez votre bar de nougat de Montélimar. Cette globalisation, elle s'étend sur l'échelle de la planète entière. Les francs-maçons, dans l'histoire, ça a été des empêcheurs de contractualiser en rond, puisqu'ils mettent au-dessus du contrat, ils mettent une valeur qui s'appelle un devoir. C'est-à-dire que, à l'ère de cette mondialisation, qui pourrait se résumer par une phrase, qui est la concurrence libre et non faussée. Quand on analyse ça, quand on entend ça, concurrence libre et non faussée, tout le monde dit oh non, c'est bien. Et je désespère de voir que des francs-maçons tombent dans le panneau. Ils ont une perception positive du concept de liberté totale de concurrence libre et non faussée. Parce que la concurrence libre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tous les secteurs de l'activité humaine doivent pouvoir bénéficier d'un échange d'argent, de la rédaction d'un contrat, et avec une concurrence, c'est-à-dire une multitude de possibilités de fournisseurs. Là-dedans, cette concurrence libre, elle doit être non faussée. Mais qui sont les faussaires ? Les faussaires sont ceux qui veulent soustraire au monde marchand des secteurs de l'activité humaine. Peut-on considérer que la prestation enseignante d'un prof de 6e soit quantifiée, facturée avec un contrat et une relation client-fournisseur, alors que dans le service public, on n'a pas de client à satisfaire. Ça, c'est bon pour un vendeur de téléphonie mobile dans une boutique, dans un centre commercial, d'avoir un client à satisfaire. Mais c'est pas bon pour un enseignant ou pour un soignant. Un enseignant, un soignant, lui, il a un usager à servir. Pas pareil. Parce que ce que l'on vit depuis, j'ai envie de dire, depuis la révolution industrielle, et puis, depuis les années 20-30, c'est une véritable guerre des mots, avec une arrivée, avec un débarquement du marketing dans des sciences de la cognition, dans la psychologie sociale, etc., qui permettent de fabriquer le consentement. Et les francs-maçons tombent dans les pièges-là, comme les autres. On est, depuis l'avènement d'Internet et l'avènement des réseaux sociaux, on a notre cerveau qui a l'habitude d'aller dans des mondes virtuels. Et la réalité devient un monde virtuel sous nos yeux et personne n'y bouge. C'est assez aberrant, avec l'aide, bien sûr, de quelques mesures liberticides. Quand on voit le gouvernement français qui, scientifiquement parlant, savait très bien que c'était complètement inutile, mais le gouvernement français crée une forme de discrimination entre les citoyens, en disant lesquels ont droit d'eux, lesquels n'ont pas droit d'eux, et les obédiences maçonniques là-dedans, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont rien fait. Maintenant que nous avons défini ce que c'est que le mondialisme, vraiment qu'on a mis les mots, les véritables mots sur la démarche, il y a une arnaque qui consiste à faire passer ce mondialisme comme étant un aspect, une concrétisation sociale d'une pensée qui est l'universalisme. Alors qu'en fait, le mondialisme, c'est le côté obscur
de l'universalisme parce qu'ils ont en commun que de s'adresser à l'ensemble des êtres humains de la planète. C'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde, mais n'est pas saisissable par tout le monde. Il y a des gens, l'universalisme, ils n'en veulent pas. On l'a eu en Europe, le national-socialisme allemand, c'est des gens qui honnissaient l'universalisme et l'humanisme. Un être humain était réduit à sa valeur, à ce qu'il pouvait apporter en termes d'apport collectif, tant et si bien que les handicapés les considéraient comme des bouches inutiles à nourrir, et ils ont fini dans le programme T4, c'est-à-dire gazés et incinérés au même titre que les juifs. On a actuellement une fracture véritable. Ces fractures que l'on constate dans la société, elles sont identiques partout. Nous avons du pain sur la planche, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour contrer cette globalisation dont l'UE, l'euro et l'OTAN en sont un défaut-né, quoi. L'universalisme, l'humanisme, ça s'adresse à tout le monde, mais c'est pas entendable par tout le monde. Ça, c'est une réalité. À partir du moment où on bascule dans l'autoritarisme, sous habit d'humanisme et d'universalisme, eh bien, on bascule dans ce qu'on a pu voir dans les tristes exemples que notre continent européen nous a donnés depuis 2000 ans. Dès que l'on veut imposer, ça ne marche pas. L'universalisme philosophique, l'universalisme maçonnique, consiste à considérer chaque être humain de la planète comme étant une espèce de citoyen du monde et doté de droits fondamentaux et inaliénables. C'est ça, l'universalisme. De faire valoir ses droits et de faire valoir, notamment, dans ces droits, son opinion. L'universalisme maçonnique reconnaît ces différences. La mondialisation, la globalisation ne les reconnaît pas. La mondialisation exige la standardisation. L'universalisme ne demande pas de standardisation. L'universalisme s'adresse à tous les êtres humains en leur proposant, alors que la mondialisation, elle s'impose. L'universalisme se propose, le mondialisme s'impose. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour des thèmes que je voulais aborder. Je vais arrêter mon monologue pour passer aux questions, afin d'approfondir éventuellement des points qui vous paraîtraient essentiels. Donc, je vous rends la parole. Merci. Merci beaucoup Stéphane. C'était très complet et très intéressant. Alors justement, vous avez terminé avec les principes de la valeur, des valeurs universelles, et vous avez même parlé à un moment d'un gouvernement planétaire. On pourrait imaginer en effet qu'il y a chez beaucoup de francs-maçons une sorte de, que les valeurs sont consubstantielles à l'avènement d'abord d'une fédération européenne et puis, pourquoi pas même d'un gouvernement planétaire. Alors, comment votre fraternel compte faire pour s'opposer justement à cette doxa dominante et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour y parvenir dans le monde maçonnique ? Les moyens, c'est des interventions dans le monde maçonnique. La fraternelle, elle est créée pour ça, c'est pour s'occuper des maçons. Des interventions dans le monde maçonnique. J'ai personnellement été invité dans des loges pour présenter un travail et d'une projection que je fais dans la vie de tous les jours et notamment dans le monde politique, puisque c'est une loge justement qui m'a fait intervenir dans le cadre d'une question à l'étude des loges, et la question à l'étude des loges de cette obédience, c'était justement la laïcité et l'Europe. Et moi, je leur ai pas tellement parlé de laïcité, je leur ai surtout parlé d'Europe. Donc ça permet d'aller influencer. Ces moyens mis en œuvre, c'est ça, c'est de la visite, c'est de la communication, c'est de l'organisation d'événements, c'est de la défense aussi, de porter dans le monde profane, ce que je suis en train de faire là avec vous, là, d'essayer de porter un peu à l'extérieur de lumière que l'on peut avoir nous à l'intérieur. Merci de ces précisions. En effet, oui, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire dans le milieu maçonnique comme dans tous les autres milieux de la société française. Alors, une autre question de Anne-Laure. Les francs-maçons du XVIIIe siècle pouvaient s'apparenter aux influenceurs d'aujourd'hui pour transmettre les idées des Lumières. Mais aujourd'hui, les francs-maçons sont-ils des influenceurs ou des influencés, chargés non plus d'élaborer une pensée, mais de diffuser celle construite par d'autres ? Bien. C'est une question qui est très intéressante, mais dont la réponse est complexe.
et les intrications sont complexes. Y répondre demande un peu de temps et de la tempérance dans l'analyse et un recul pour observer le phénomène sur la durée. Rien n'a changé depuis le XVIIIe siècle en ce qui concerne la franc-maçonnerie, c'est-à-dire qu'elle est constituée à la fois d'influenceurs et d'influencés. Il n'y a pas eu de modification à ce sujet-là. Et cela relève plus de la nature humaine, des individualités qui composent la maçonnerie, plus qu'une entité homogène de pensée. S'il y avait en maçonnerie une entité homogène de pensée, à ce moment-là, la maçonnerie serait une secte. On pourrait opposer la dérive sectaire. Et la dérive sectaire, c'est l'exact contraire de la démarche maçonnique. En fait, l'énoncé de ces questions, je comprends qu'il s'agit d'un ressenti plus personnel, partagé peut-être par un grand nombre de connaisseurs de la maçonnerie, et il faut y répondre en intégrant un présupposé, qui serait que la maçonnerie serait aujourd'hui non plus un laboratoire d'idées, mais un outil de diffusion d'une pensée unique, au service d'une utopie qui serait un gouvernement mondial dont la mondialisation, que j'ai appelée tout à l'heure la globalisation, serait ni plus ni moins qu'un des outils pour y parvenir. Immédiatement, nous voyons qu'on flirte avec une approche complotiste et conspirationniste de la question, donc on va se concentrer un peu sur les faits. Il faut rester factuel. La sociologie des loges a changé depuis le XVIIIe siècle. Comme je l'ai dit, et la maçonnerie actuelle est composée en très grande majorité par ce que l'on peut appeler la classe moyenne. La minorité intellectuelle, bien éclairée, maîtrisant avec une même aisance la philosophie, la sociologie, l'histoire des civilisations, ces gens s'y font d'autant plus rares que la juxtaposition de ces deux catégories génère une production intellectuelle qui est au seul bénéfice de la première. C'est-à-dire que les classes moyennes s'enrichissent au contact de la maçonnerie intellectuellement. Les influenceurs, pour reprendre cette terminologie de la question, se retrouvent donc souvent dans un entre-soi, au sein d'ateliers élitistes, et en fait, en vérité, au sein de cénacles qui n'ont rien à voir avec la maçonnerie. Donc, ils se retrouvent ailleurs. On peut donc prendre, partant de là, plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est de considérer que le niveau intellectuel au sein des loges est plus faible qu'au XVIIIe siècle. Il faut bien reconnaître quand même que les fulgurances de la pensée existent en loge, mais qu'elles s'y font rares. Une seconde hypothèse pourrait considérer que les francs-maçons se sont satisfaits au fil du temps, ils se sont assis sur leur laurier, d'un espèce de confort intellectuel de bas niveau, considérant que l'essentiel avait été fait par les aînés et qu'il suffit d'entretenir les droits de l'homme et du citoyen, que cet acquis universel est gravé dans le marbre et que finalement il convient d'orienter les travaux maçonniques vers des réflexions sur des thématiques qui ont de l'importance, je ne nie pas, la contraception, le droit à l'avortement, le mariage pour tous. Aujourd'hui, le grand débat éthique, c'est l'aide médicale à mourir, dans lequel les francs-maçons sont impliqués, puisque cette question est une question à l'étude des loges du Grand Orient de France. Donc c'est important d'y penser, mais c'est pas le capital. Surtout ces sujets, depuis les années à peu près, les années 60, vous trouverez automatiquement un franc-maçon qui portera le fruit d'un travail collectif élaboré en loge. Ces travaux requièrent expertise et compétences, études, confrontation, invitation éventuellement d'experts, pas forcément francs-maçons, des tenues blanches ouvertes, tenues blanches fermées, enfin voilà. Mais ces travaux restent à la portée du plus grand nombre. Ça permet quand même de donner une certaine illusion de dire qu'on continue le travail, alors que la plupart des francs-maçons, comme je le disais, s'assoient sur des lauriers. Et lorsque il s'agit d'appréhender la perception de l'évolution longue des sociétés, dont les instigateurs opèrent indépendamment par secteur et sur un temps long, ça rend invisible l'assemblage de ce puzzle. Certains le ressentent,
d'autres le pressentent, mais peu arrivent à en comprendre la finalité. Et pourtant, cette finalité, et j'en ai bien peur que cela tende vers l'aliénation de l'humain et le franc-maçon avec, et qui réduit à une forme d'esclavage moderne consenti. Un de nos amis, grâce à lui, il a remis un petit peu au goût du jour une citation d'un écrivain célèbre anglais qui s'appelle Aldous Huxley, qui dans son ouvrage Le meilleur des mondes, un ouvrage dystopique, a dit quelque chose voilà, qui est assez pertinent. Je vais vous le citer. Voilà. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie. Une prison sans murs, dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. On rejoint la Boétie et le servage consenti. Cette prophétie est glaçante, on est d'accord. Confrontée à notre réalité, elle s'impose à notre réflexion. Je voudrais terminer cette réponse à la question d'Anne-Laure. C'est Anne-Laure qui a posé cette question, avec un propos un petit peu plus optimiste, puisque c'est ce qui me caractérise en fait. La franc-maçonnerie dispose de tous les outils pour, comme elle l'a fait durant toute son histoire, se saisir d'un sujet grave qu'est le devenir de l'humanité afin d'éveiller les consciences. Pour arriver à ça, il faut soit attendre que le moment vienne, ou alors espérer qu'une minorité éclairée se dresse pour alerter, réveiller, informer. Notre fraternelle s'inscrit dans cette démarche et très modestement apporte sa pierre à l'édifice. Merci pour la question. Une autre question. Comment votre démarche est-elle perçue par les obédiences maçonniques françaises, donc l'existence de cette fraternelle, et aussi par les mouvements souverainistes? Parce qu'il y a aussi parfois des gens qui peuvent avoir des méfiances par rapport à la maçonnerie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une méfiance d'un point de vue des souverainistes en maçonnerie par les maçons et par les souverainistes? Les obédiences, les fraternelles, elles les aiment pas trop. Voilà. Mis à part les frères, comme je le disais tout à l'heure, les fraternelles qui les arrangent, ça va, ils arrivent à faire avec. Mais les fraternelles, ils aiment pas trop. Déjà, ça commence par là. Les obédiences traditionnelles, eux, les fraternelles, ils aiment pas. La fraternelle du tourisme, elle est sympa parce que ça permet justement d'aller se faire une bonne table, voilà. Et quant au mouvement souverainiste, dans les hiérarchies de partis, on trouve des gens qui sont anti-maçons. On trouve des gens dans la hiérarchie de parti qui sont anti-maçons tout en étant maçons eux-mêmes. C'est quand même assez paradoxal. L'ancien maire de Marseille fustigeait dans les meetings du fustigeait le complot judéo-maçonnique pour le soir aller à Marseille au temple maçonnique. On en a plein des comme ça à travers l'histoire aussi. On a quelques exemples assez sympathiques. Dans certaines hiérarchies de partisanes, il y a des réticences à la maçonnerie. Premièrement, on peut rien y faire. Deuxièmement, moi, c'est de l'activisme citoyen. Je milite pour le Frexit, comme je peux autour de moi, avec les moyens que j'ai. Quand j'explique à mes collègues professionnels de santé que pas mal de leurs malheurs viennent des directives européennes, ça permet, voilà. Et on voit petit à petit que l'idée de Frexit commence à un peu faire son chemin dans la société française, tant et si bien que l'idée est reçue quand même de plus en plus positivement. Et là, actuellement, on assiste, quand même dans toute la société, et en maçonnerie pareil, à une certaine sympathie vis-à-vis de l'idée de Frexit. Une question de Firas qui lui-même se pose la question: comment le principe de la cooptation peut-il être compatible avec la République une et indivisible? Le principe de cooptation, il est rituel, il est initiatique. Il n'a rien à voir avec la République qui, elle, s'applique à tout le monde. Soyons bien clairs, le principe de cooptation, c'est le principe selon lequel on ne peut devenir franc-maçon que si l'on est présenté par un autre. Mais si vous ne connaissez personne qui est franc-maçon, mais que vous voulez intégrer une loge maçonnique, et comme je vous disais tout à l'heure, cliquez sur le truc contact,
de l'obédience maçonnique en disant je voudrais rentrer chez vous. Et puis il y a une procédure qui va être déclenchée et il y a un parrain qui vous sera nommé. Donc c'est toujours vrai, la cooptation. Mais c'est une cooptation de façade, c'est une cooptation qui n'a de valeur qu'initiatique. Question de Olivier qui demande pourquoi il y a tant de théories de complotistes autour de la franc-maçonnerie. La réponse est polymorphe. Premièrement, il y a une animosité entre l'Église catholique, apostolique et romaine et la franc-maçonnerie, toutes les formes de franc-maçonnerie en règle générale. Je rappelle que d'après le canon 2335 du droit canonique, c'est imprimé, c'est édité, c'est la loi dans l'Église catholique, apostolique et romaine, si vous êtes franc-maçon, vous êtes excommunié de fait. Quand on lit les textes vaticanesques, enfin les textes de l'Église romaine, sur la raison de l'excommunication des francs-maçons, on y lit la phrase suivante. Pour des raisons de nous seuls connues. C'est le pape Boniface qui parle comme ça. On parle d'assemblée luciférienne, de culte au diable, de machin. On emballe tout ça dans un joli bolduc et voilà pourquoi on exclut les francs-maçons. Et ça a perdu. Ça fait quand même 1000 ans que ça dure, hein, cette petite plaisanterie. Hein. Donc ça a laissé des traces dans la société. Donc vous avez un anti-maçonnisme clérical qui a transpiré dans la société civile. Vous allez à Civitas, vous leur parlez de franc-maçonnerie, vous allez voir ce qu'ils vont dire. Au XXIe siècle, la franc-maçonnerie, avec ses rites et son décorum, peut apparaître comme une institution anachronique, surannée, dépassée. Sur quel fondement perdure-t-elle et attire-t-elle de nouvelles générations? A-t-elle un avenir dans nos sociétés où la transmission est immédiate? Merci. Depuis sa création, ayant traversé la révolution industrielle et tous ces événements, l'institution maçonnique pourrait paraître désuète aux yeux de certains. Quand quelqu'un entre en loge, à sa cérémonie de réception ou d'initiation, et est martelé comme un leitmotiv, ici, tout est symbole. Le langage maçonnique est un langage symbolique. Et le langage symbolique est une méthode d'apprentissage maçonnique. Elle accompagne le franc-maçon dans l'élévation, l'évolution de sa pensée. Le langage symbolique ne se trouve pas qu'en maçonnerie. Il apparaît souvent comme un moyen d'expression dans bon nombre de civilisations, sur toute la planète, en tout lieu et en tout temps, soit parce qu'il est consubstantiel au langage, soit parce qu'il fait une référence culturelle à des origines mythologiques, dont certains termes permettent aux membres de la communauté de prendre conscience d'une dimension particulière ou plus profonde. Même dans le monde, dans la vie courante, on utilise un langage empreint de symboles, des symboles qui parlent de façon tellement évidente au sens et à l'esprit qu'ils n'ont pas besoin d'être déchiffrés, tant qu'ils sont parfaitement universels et connus de tous. Le symbolisme, c'est aussi le moyen le plus efficace pour rendre perceptible à notre compréhension des notions qui peuvent être abstraites ou des raisonnements compliqués qui auraient nécessité de longs développements littéraires. Jung disait du symbole que c'est une image propre à désigner le mieux possible la nature obscurément soupçonnée de l'esprit. Voilà. Quand on pénètre un temple maçonnique, il comporte un ensemble de symboles qui sont universels pour tous les francs-maçons et qui leur rappellent leurs engagements de francs-maçons. Le temple se veut un lieu hors du temps et qui n'a pas vocation à adopter les codes de l'époque dans laquelle on se situe. Le maçon doit toujours se présenter en loge vêtu d'un tablier et de ses gants blancs. Le tablier, c'est un symbole, c'est un objet rituel symbolique. Il est le symbole du travail, du labeur que le franc-maçon doit effectuer durant toute sa vie maçonnique. Les gants blancs aussi participent à ce symbole de travail et signifient aussi que le franc-maçon, parce que comme il c'est des gants blancs, il a les mains propres. Là aussi, à voir au sens symbolique et non pas forcément qu'au sens littéral. Je ne m'attarderai pas ici sur tous ces symboles-là, mais les gants, comme le tablier, sont des objets rituels symboliques, et tous les deux sont indissociables. Et se voulant hors du temps, pas ancrés dans le temps, le franc-maçon fait perdurer la franc-maçonnerie sur les mêmes valeurs universelles qui l'ont fait naître.
Maintenant que cet aspect du décorum est dans une certaine mesure un peu démystifié, je ne m'attarde pas là-dessus, entrons vraiment dans le vif. La maçonnerie attire-t-elle de nouvelles générations et a-t-elle un avenir dans nos sociétés où la transmission est immédiate? C'est ça le sens de la question. En 30 ans, les effectifs de la franc-maçonnerie ont été multipliés par 3. À la louche, 160 000 maçons en France, entre 2 et 3 millions encore à la louche dans le monde. Et la France constitue le ratio maçonnique le plus élevé après l'Angleterre. Bien que la sociologie des loges, comme j'ai pu le dire, a changé depuis 3 siècles, l'édifice maçonnique, lui, il est soutenu par exactement les mêmes fondements. Un idéal de fraternité entre hommes de tout milieu, de toute origine, de toute confession, avec une démarche de tolérance, de respect de l'autre, de ses différences, d'échange, de fraternité et d'amitié, disons-le. Certaines personnes peuvent prendre la franc-maçonnerie ou l'adhésion à une loge maçonnique comme étant un moyen d'ascension sociale, de réseautage, de se faire un peu un carnet d'adresses. Il y a des gens qui sont attirés par ça, et évidemment, ils viennent, et puis, voilà, on constate que, entre 30% et la moitié de ceux qui rentrent ne restent pas au bout de l'année, voilà. Donc, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Et s'ils cherchaient à réseauter, etc., ils n'ont pas trouvé, voilà. Et ils trouveront pas. On peut percevoir aussi la franc-maçonnerie comme étant une religion de substitution. Certains sont toujours attirés, qui sont en quête de sens ou en quête de savoirs occultes et qui se disent les francs-maçons, ils doivent savoir quelque chose que les autres ne savent pas et qui viennent chercher ça et des gens aussi qui ont envie de bouger, d'actionner, de faire, mais dans les institutions politiques, religieuses, voilà, ils ne trouvent pas. Ils se disent qu'en franc-maçonnerie, ils trouveront. Mais c'est un fait, la franc-maçonnerie attire moins aujourd'hui, et en particulier les jeunes. Ceci a plusieurs causes. La multiplication de distractions, de la société moderne, de communication, avec le savoir et toutes les informations du monde accessibles dans votre poche. Dans cette société finalement d'exacerbation d'individualisme, avec un accès au savoir permanent et constant et exhaustif, on se demande ce qu'on peut faire effectivement là. Donc oui, on a du mal à attirer les jeunes. Toutes ces organisations traditionnelles comme la franc-maçonnerie, mais il n'y a pas qu'elle, toutes ces organisations qui mettent en avant des valeurs qui aujourd'hui peuvent être perçues par les jeunes qui sont dans cette mouvance individualiste comme étant désuètes. Des valeurs comme le travail, l'engagement citoyen, le perfectionnement de la pensée, l'acquisition de connaissances, mais aussi la droiture morale, l'honnêteté, la franchise. C'est pas très à la mode, Mais je suis optimiste, et de toute façon, tout est cycle. Ce qui est désuet aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain, et ce qui est moderne aujourd'hui sera peut-être désuet et obsolète demain. La franc-maçonnerie, elle s'inscrit dans la durée, sur un temps long. Elle n'est pas dans l'immédiateté comme sur Internet. Elle ne pourra pas être comme une société du sans-contact. Pour peu que la maçonnerie se saisisse, symboliquement et socialement, c'est-à-dire en loge et puis à l'extérieur, que les francs-maçons s'engagent, vous l'avez compris, la franc-maçonnerie, elle est diverse dans ses expressions. Les vrais enjeux du devenir de l'humanité, elle doit s'en saisir symboliquement et socialement, et là seulement, elle aura un avenir. Et les générations suivantes continueront à se poser finalement les mêmes questions que nous, la même question qui vient de m'être posée. En tout cas, bravo pour ce travail énorme, parce que Génération Frexit se doit justement de discuter avec la société civile. Dans la société civile, il y a en effet beaucoup d'associations, d'organisations. La franc-maçonnerie est en étude, enfin les francs-maçonneries, tu nous as bien expliqué la différence. Le fait est que
en France, je pense que c'est une part importante en plus dans le monde associatif et politique. Il est bon de faire que notre discours, que nos idées à Génération Frexit puissent prospérer aussi dans ces milieux. Et nous te remercions de ce travail extrêmement important. Alors, je crois qu'il n'y a plus de questions. Je pense que nous pouvons te remercier de cet excellent exposé.